vous allez voir que pendant le mois de janvier, Ford est sorti 19 fois. Il a bougé, bon, pas sorti, mais il a fait beaucoup de mouvements. Il a fait beaucoup de mouvements. Je peux vous résumer certains mouvements. Vite fait. Le 1er janvier 2026, Lomé Niamtougou. Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. 1er janvier, toujours 2026, Niamtougou Lomé. Le 2 janvier 2026, Lomé Milan. Le 3 janvier, Milan Lomé. Le 7 janvier, Lomé Niamtougou. Le 7 janvier, Niamtougou Lomé. Le 8 janvier, Lomé Niamtougou. Le 9 janvier, Niamtougou Lomé. Le 10 janvier, Niamtougou Lomé. Entre-temps, le 9 janvier, l'avion est parti à Libreville et est revenu à Niamtougou. Le 22 janvier, Lomé Niamtougou. Le 22 janvier toujours, Niamtougou Lomé. Airbus A318 CJ, voilà. 23 janvier, Lomé Niamtougou, Airbus A318. 26 janvier, Niamtougou Lomé. 28 janvier, Lomé Kinshasa, il a pris Dassault. C'est 4500 € l'heure de vol. 4500 € l'heure de vol. Lomé Kinshasa, ça fait 2h30 de vol. Donc il a payé 11 250 €. Le 28 janvier, Kinshasa Lomé, toujours à bord de Dassault. 29 janvier, Lomé Kigali, il est parti avec Airbus A318. Le 30 janvier, Kigali Bujumbura. Le 30 janvier, Bujumbura Niamtougou. Le 1er février, Niamtougou Lomé, Airbus. Le 2 février, Lomé Entebbe, c'est en Ouganda, Airbus A318. Le 3 février, Entebbe Lomé. Le 4 février, Lomé Niamtougou. Le 5 février, Niamtougou Milan, il est parti avec un bombardier. Le 7 février, Milan-Florence, toujours en Italie, bombardier. Le 7 février, Florence-Niamtougou, bombardier. Le 8 février, Niamtougou-Luanda. Le 9 février, Luanda-Niamtougou. ACG FIP. Voilà comment Ford Gnassingbé, en pratiquement un mois, il est sorti plus de 25 fois. Lomé Niamtougou, c'est devenu taxi brousse. C'est-à-dire, il se lève, il va à Niamtougou, comme il va, on va à Détikopé, on va à Néron, on va à Palimé. Sachant que l'avion coûte excessivement cher. Quand il loue les appareils, c'est à lui, c'est pas à lui, je ne sais pas. Mais vous avez parfois, selon la distance, parfois c'est très cher. Certains vols, c'est 7500 € l'heure. 7500 € l'heure. S'il fait 3 heures, vous imaginez, en jet privé, 7500 € l'heure. Parfois, ça va plus de ça va jusqu'à 15 000 € l'heure. Ça dépend de l'appareil. Moi, j'ai commencé par faire les articles sur les voyages de Ford depuis 2013. En 2013, déjà, quand je recensais les voyages de Ford, je faisais les articles dans l'alternative. Il arrive que parfois, certains voyages en Occident coûtent 350 millions. Un seul voyage. Un voyage de 3 ou 4 jours, ça peut coûter 350 millions. Et donc, comment on finance ces voyages? Quand il veut partir en voyage, on dit à SNPT, le président part en voyage, on a besoin de 500 millions. La SNPT envoie les 500 millions à la présidence. On prend les 500 millions, on va à la banque, on prend les devises. Généralement, c'est les 500 €. Parce que 500 €, c'est facile de mettre 1 milliard dans une valisette. Vous voyez? Donc, on va à la banque, on change l'argent en devises, on part avec.
Le prochain voyage, on va dire à le NATO, le président voyage, on a besoin de 300 millions. Le NATO envoie les 300 millions. Le prochain voyage, on demande à la Caisse nationale de sécurité sociale, on a besoin de 250 millions. On envoie l'argent. Le prochain voyage, on demande au port. Le président voyage, il a besoin de 500 millions. On envoie l'argent. Et voilà comment les sociétés tombent les unes après les autres. Voilà comment on prend l'argent sans aucun suivi et qu'on dépense de l'argent pour des inutilités. Vous avez les chefs d'État dans la région qui, eux, ont des résultats, mais qui voyagent peu. Vous avez des chefs d'État dans la région qui ne vont même pas au sommet de l'UEMOA, ils envoient des ministres. Les sommets de la CEDEAO, ils envoient des ministres. Mais vous avez le nôtre qui a le plus mauvais résultat dans la sous-région, qui n'a jamais réussi à faire une petite route, qui n'a jamais réussi à commencer une autoroute, qui a les hôpitaux les plus délabrés. Il est tout le temps en l'air. Lomé Niamtougou, c'est devenu juste taxi brousse. Mais sachant que quand un avion décolle et qu'un avion atterrit, c'est beaucoup d'argent. D'abord le kérosène. Et quand vous êtes à l'extérieur, il y a les frais d'atterrissage, il y a les frais de décollage, il y a les frais de stationnement, il y a l'entretien, il y a l'assurance. Même les chefs d'État européens ne voyagent pas comme ça parce qu'ils savent que ça coûte cher à l'État. Mais Faure Gnassingbé, lui, il veut conquérir le record de Magellan. Encore que Magellan, lui, il prenait les caravelles, c'est-à-dire c'est les bateaux. Mais Faure, lui, il veut gagner le record de Magellan. Donc, pendant que les gens sont dans les villages, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, les hôpitaux sont délabrés. Tout l'argent du pays est englouti dans les voyages inutiles qui ne rapportent absolument rien au pays. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Vous voulez qu'on n'en parle pas? Allez sur la page de nos amis et vous allez voir tout le travail formidable qu'ils font pour suivre les vols tous les jours, pour traquer les vols. ACGFIF, pour traquer les vols. Pour traquer les vols tous les jours. Et ce n'est pas normal. Et il n'y a personne pour lui demander des comptes. Aucun Togolais n'a le droit de lui demander les comptes. Il gère le pays comme une propriété privée. Nous n'avons pas le droit de lui demander les comptes. Or, le pays, nous l'avons tous en héritage et en partage. Faure n'est qu'un gestionnaire de la fortune publique. Qu'il soit élu, bien élu, mal élu, pour le moment, il n'est que gestionnaire de la fortune publique. Donc, nous avons l'obligation de lui demander des comptes. Et il a le devoir de nous rendre les comptes de la manière dont il gère le pays. Il ne peut pas gérer le pays comme bon le semble. Et ça, on ne lui dit pas ça suffisamment. On est trop gentil avec lui, on est trop, je sais pas. Mais moi je dis, c'est comme les gens disent oui, mais non, les gens disent oui, il faut être, non. Il faut le dire avec le respect, mais il faut être dur avec ces gens-là. Les gens qui gouvernent le Togo, ils se comportent comme des bandits. Excusez-moi le terme, mais c'est la réalité. Quand on prend quelqu'un comme Omolou, on le met dans des lieux non conventionnels de détention depuis 5 ans, sans jugement. Qui peut faire des choses comme ça? C'est des bandits qui font des choses comme ça. Quand on prend Madame Nyakate, on la met dans un lieu de détention où elle ne peut même pas sortir pour marcher. Quand on empêche les gens de rentrer dans leur pays, quand on arrête les gens, on les torture. C'est des bandits qui se comportent comme ça. Et donc, ces gens-là, il faut leur donner le langage qu'ils veulent écouter. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, quand ils me disent oui, tu parles avec les gens de M66, il faut leur dire d'être un peu... Je dis mais non. C'est au Togo où les gens ont fait la politique, le politiquement correct. Ces gens-là, quand tu as un problème avec eux, la première chose qu'ils font, le jour qu'ils te rencontrent, ils déposent une arme et des menottes sur la table. Toi, tu vas les mains vides. Pourquoi ils ne vont pas te faire du mal? Pourquoi ils ne vont pas te faire du mal? Pourquoi? Des gens qui tuent les enfants, les élèves, enseignés d'outils silandarés, qui refusent de faire des enquêtes, les gens qui se taisent sur le viol des femmes, les gens qui cautionnent le mal, la torture. Comment voulez-vous qu'on les qualifie? C'est des criminels, c'est des bandits. Les gens qui privent toute une génération, les jeunes, d'un cadre de vie, de bourse, de l'argent pour vivre. Imaginez comment les gens meurent au Togo. Moi, je vais sur TikTok, je vois beaucoup de jeunes qui meurent, 25 ans, 28 ans, 23 ans, des vieux, les coups, les Togo. TikTok est devenu
une page de nécrologie. Tu ne passes pas une seconde sur TikTok quand tu ne vois pas l'annonce d'un décès. Les jeunes, les enfants qui meurent partout. Pendant que eux, ils sont dans le miel total. Et vous voulez qu'on les caresse dans le dos de la cuillère. Des bandits sont des bandits. Et aux bandits, il faut tenir le langage des voyous. C'est ça la réalité. C'est quand vous faites le politiquement correct qu'ils sont là, vous dites non, non, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que quand les jeunes qui sont aujourd'hui sur la scène politique, ils ne mâchent pas leurs mots. Moi, je les comprends. Je les comprends. Ils expriment la colère que sent le peuple. C'est cette colère-là qu'ils expriment. Si ces jeunes avaient les moyens de faire quelque chose, ils vont le faire. Donc, on est là. Il y a un seul individu qui prive tout le Togo de bonheur. Il clôture le pays, il met les barbelés partout. Il empêche les gens de se réunir. Il empêche les gens de se déplacer. Il saisit tout l'argent du pays. Il dépense l'argent comme il veut. Et vous voulez qu'on soit là, on le regarde. Il y a un farfelu qui a fait un commentaire, il me dit, ouais, que vous là, vous allez mourir en exil. J'ai dit, oh, ça c'est un problème. Que oui, vous n'allez jamais rentrer au Togo, vous allez mourir en exil. J'ai dit, oh, est-ce que c'est un problème? Ali Bongo a gouverné le Gabon, il n'est pas en exil aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plus importants que nous, qui sont morts en exil. Il y a des gens qui meurent dans les avions, il y a des gens qui meurent dans les bateaux. Il y a des gens... Donc, quand tu es dans ce combat, tu t'attends à tout. Mort en exil, c'est aussi une mort. La mort, on dit quoi? On peut mourir partout. On n'a rien à cirer de ça. Ils pensent qu'en nous disant ça, c'est pour nous dire, oui, non, on n'a rien à foutre. On peut mourir partout. À la limite, même quand tu meurs à l'extérieur, tu as peut-être même droit à un bon cimetière. Donc, on s'en fout. Moi, j'ai passé 50 ans de ma vie au Togo. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Donc, il n'y a rien, à part le patriotisme, l'amour que j'ai pour mon pays, il n'y a rien qui m'oblige à m'inquiéter que si je ne vais pas au Togo, demain, je ne vais pas vivre. Il y a 193 pays dans le monde, je peux aller partout où je veux. Je peux venir au Bénin, je peux venir au Ghana. Je peux aller dans le monde entier pour découvrir d'autres choses. Donc, je ne le fais pas parce que, bon, voilà. On le fait parce qu'on a honte de notre pays. On a honte de la gouvernance. On a honte des bêtises qui se passent au Togo. Non seulement vous avez confisqué le pouvoir, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez rien faire. Vous ne développez rien. Vous n'arrangez pas le cadre de vie. Vous ne faites pas de route. Vous ne construisez pas les marchés. Rien. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on vous voit. Au moment où les fous là découpent, on les torture, les fous là découpent. Mais quand on a vu, non, c'est des bandits qui font des choses comme ça. Et vous voulez que nous, on se lève et puis on leur parle avec gentillesse. On dit, ah ouais, ah, son excellence, Fort Dokonou, tu es le meilleur. Il va écouter ça de la bouche de qui? Quelqu'un qui est en train de compromettre l'avenir de tout un pays, de toute une jeunesse, des jeunes, des enfants. Et qui n'est pas prêt de quitter le pouvoir. Actuellement, Fort fait des projections sur 2045. Ça veut dire que jusqu'en 2045, il n'est pas prêt de quitter le pouvoir. En tout cas, s'il vit. Et il dit, venez à bon quoi. Non, quand je dis que tu peux même avoir droit à un bon cimetière, c'est une manière de parler, quoi. De toute façon, on va arriver un jour et j'espère qu'on va arriver un jour. Alors, je voulais rapidement, pour ceux qui sont encore là, et ça c'est la partie intéressante de mon live, je vous ai parlé dans un de mes lives de comment les choses se sont passées dans les années 66, jusqu'à l'arrivée du pouvoir de Yadema. Je vous ai dit des choses, et il y a beaucoup de choses que nous devons partager avec la génération suivante. Et il y a ce livre-là, comme je le dis, très intéressant, qui sont les mémoires de Dinkodio. Il y a une mise à jour qui va se faire.
C'est la première version, la première édition. Il y a quelques incorrections que la famille va revoir parce qu'il y a des documents qui sont totalement bruts, hein, qui n'ont pas fait l'objet de choses, qui a été publié. Et ce livre, depuis que j'ai commencé par le lire, j'avais mes propres appréhensions, mais je comprends beaucoup de choses. Et il y a des choses que moi, quand j'étais militant, j'ai vécu, personnellement, je les retrouve dans ce livre. Je les retrouve dans ce livre. Il y a des témoignages que je retrouve dans ce livre. Et c'est ça qui est intéressant sur ce qui se passe au Togo, sur ce qui s'est passé au Togo. Et donc, je voudrais le recommander à ceux qui peuvent encore le lire. Mais je vais vous lire quelques bonnes feuilles le plus rapidement possible. Je voulais vous lire rapidement quelques bonnes feuilles le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et alors, on va le partager ensemble rapidement. Edem Kodjo parle de l'histoire de sa famille. Maintenant, il parle de ses racines politiques. Écoutez très bien. Dans les années 1950 jusqu'à 1957, y compris le contexte politique était agité. J'ai suivi les événements qui ont accompagné l'histoire du pays jusqu'à son indépendance. Je suis parti en novembre 1957 pour aller en France. Et moins de 6 mois plus tard, en avril 1958, nous étions pratiquement indépendants. Donc, je dis souvent que j'ai vécu tous ces événements. J'ai vécu tous ces événements. Mes camarades m'appelaient à l'époque à Blodeville. Parce que c'est dans ma maison que se passait tout ce qui existe de plus investi et authentique, et authentiquement tourné vers l'indépendance de notre pays, le Togo. Dans 2 autres maisons, à Palo Pégame, à quelques 500 mètres de la mienne, se tenaient les meetings, les grands meetings. Des gens convergeaient de partout à Palo, à Pégame, où se retrouvait une seule foule. C'est une propriété des Anglois, qui sont en quelque sorte les premiers occupants de la ville de Lomé. Les Bais étant les possesseurs de Lomé, mais les Anglois venus d'Aplaou, Denou, Keta, Adafianou, Angloagan, Agnako ont convergé vers Lomé. Une bonne partie de la ville de Lomé, le vieux Lomé, c'était un espace totalement anglois. On parle des familles comme les Tamekleu, les Apalo, les Forson, les Amédié. Et il y a aussi les Métis, dont certains parents viennent d'ailleurs que la Gold Coast, les Amourins, les Amerdines, les De Souza, les descendants des Brésiliens, etc. Tout ça, là, avait récupéré une bonne partie de ce qu'est la ville de Lomé aujourd'hui. Le mouvement indépendantiste avait donc commencé quelques années plus tôt, dès la fin de la guerre, par le premier vote pour la députation de l'Assemblée territoriale. Je m'en souviens bien. Une campagne de fer relayée par nous autres gamins, charbon de bois ou à la craie, blanc vif, nous écrivions sur les murs des quartiers Lomé, Akou, vive Akou. C'était devenu un vrai slogan. Akou l'avait emporté. L'ambiance était déjà lancée et tout ce que j'observais souvent comme les dérives de la politique togolaise était déjà contenu en herbe. Radicalisme, intolérance parfois. C'est peut-être trop négatif. Disons le peu de tolérance, le nationalisme outrancier. Tout cela était déjà en gestation. Le Togo, tout était déjà en herbe. Le caractère du Togolais n'a pas beaucoup changé en ces dernières années. Le Togolais est demeuré fondamentalement le même dans sa perception des hommes politiques et des situations. Le Togolais est demeuré entier, c'est-à-dire ça c'est bon, on va avec, ça ce n'est pas bon, on ne doit pas aller avec. Souvent, il n'y a pas de juste milieu, pas de compromis possible. Ce n'était pas déjà dans la nature du Togolais. Il nous faut travailler le compromis au Togo. C'est intéressant de remarquer cela. On devait pouvoir un jour creuser cette posture sur le plan psychologique, cette attitude des Togolais. Je vous lis quelques bonnes feuilles. Hein. Les partis qui s'affirmaient à l'époque étaient le comité, le CUT, qui d'ailleurs était une création indirecte française.
D'une certaine manière, la création en 1936 par le gouverneur Lucien Montagnier du groupe Amitié Française, une association réunissant les notables togolais fidèles et amis de la France, a conduit progressivement à bâtir et à consolider l'élite togolaise elle-même. Sylvanus Olympio a créé le culte qui recouvrait deux réalités unitaires. Dans l'esprit du gouverneur Luc Montagnier, l'unité togolaise, c'est l'unité du pays qu'il avait trouvé, un ralliement local de la STN, la Société des Nations, et du statut de la tutelle dévolue au Togo. Pour nous nationalistes, et pour les nationalistes eux-mêmes, unité, c'était toute unité des peuples du Togo, britannique, tout le long, du sud jusqu'au nord. Mais tout cela a évolué avec le temps, puisque les gens qui ont mené la lutte ont fini rapidement par entrer en clash avec Kwame Nkrumah. Je vous ai dit que Kwame Nkrumah et Sylvanus Olympio ne s'entendaient pas. Les gens m'ont insulté pour ça. Mais tout cela a évolué. Et ils se sont retrouvés plutôt du côté du Togo sous l'administration française. Sylvanus Olympio était aussi en total clash avec Nkrumah, qu'il n'appréciait pas l'idée d'un Togo uni qui se fédérait avec le Ghana. La cause, Nkrumah ne voulait pas entendre parler de fédération. Cela faisait le jeu des Ashanti, le jeu du royaume Ashanti qui ne voulait pas d'une Gold Coast qui soit un État fort et unitaire. Kwame Nkrumah ne voulait pas d'une Gold Coast qui soit la fédération de différents clans et tribus. Il ne voulait vraiment pas d'une fédération qui garantissait le rôle des chefs traditionnels. Le pouvoir Ashanti a toujours été un pouvoir tourné autour de ses traditions et de ses chefferies, ce dont Nkrumah ne voulait pas du tout entendre parler. Nkrumah voulait un État unique, solide et centralisé. Il y a donc CUT et sa branche Juvanto qui va être créée au début des années 50, qui était conçue au départ comme une aile marchande et opérationnelle du CUT. La Juvanto est devenue un parti politique par la suite. Ce parti sera persécuté par le même CUT parce que le CUT est devenu aussi le parti porteur de l'unité togolaise. La force de la Juvanto, c'était la jeunesse. Les cadres togolais qui revenaient de France étaient favorables pour la plupart à la Juvanto. Il devait y avoir une vingtaine et quinzaine d'entre eux qui vont rallier le culte pour renforcer le culte. Beaucoup se disaient à l'époque que si on laisse les vieux là-bas, ils prendront des décisions et ils vont faire des choses qui ne seront pas agréables et nous ne pourrons rien pour les contrer. Il vaut mieux qu'on soit dedans pour les orienter un peu. Entre-temps, entre les deux parties, le culte et la Juvanto, il y avait une forte osmose jusqu'à ce que les choses aient commencé à aller très mal. J'espère que vous suivez. J'espère que vous suivez. Je vous donne les bonnes feuilles. Notre quartier, voilà, une chose à mentionner, les forces de l'ordre avec les Blancs étaient rares. Les forces de l'ordre, c'était des Togolais, dont un fameux Abdou. Je n'oublie jamais son nom. Le jour où il a fait un accident, j'avoue qu'on était content. J'étais avec Ben Apalo, Papa Vie, devant notre portail. Abdou apparaissait sur sa grosse moto. Il terrorisait tout le monde. Il allait dans une rue, il revenait dans une autre. La moto des forces de sécurité était une grosse machine. Celle d'Abdou faisait un boucan de tonnerre. Et Ben Aparo me disait en effet, mon fils, tout ce qu'il a fait là, il va tomber un jour. On dirait qu'il lui a envoyé un mauvais sort. Abdou s'est retrouvé un jour au sol. Notre quartier était constamment bouclé. Dès qu'il y a une réunion à Abloré-Pégamé, le quartier était bouclé et notre maison était particulièrement visée. Les gens essayaient de faire de l'intimidation jusqu'à nos portes. C'est vrai que le commissaire de police, le patron de la police, était un Français, mais je ne l'ai jamais vu dehors, sur le théâtre des opérations de menaces et d'intimidation. Ce sont nos compatriotes togolais qui étaient manipulés, qui effectuaient le travail dégueulasse, qui terrorisaient leurs concitoyens. Ils y avaient parfois des rixes. Alors, ils emportaient les gens pour aller les enfermer. Les jeunes des partis, pas nous les petits gamins, étaient des gens décidés et intransigeants. Les jeunes n'ont pas beaucoup changé, la jeunesse n'a pas beaucoup changé. Ils ne voulaient rien comprendre, ils étaient prêts à donner leur vie. Les gens se trompent parfois sur les Togolais. Les Togolais sont des gens qui ont fait preuve d'un courage incroyable et du sens de l'organisation souvent. Les nationalistes togolais étaient toujours au courant de tout ce que le colon voulait faire. On se demandait comment les informations filtraient pour arriver aux leaders. Ils étaient au courant de tout. En effet, les nationalistes togolais faisaient tout pour ne pas exposer la population. Mais souvent, ça ne se terminait pas bien. Des conflits à l'intérieur, des événements, des tueries, comme des tueries de Vaughan, de Piaro, sont arrivés au fur et à mesure. Les informations arrivaient dans la maison et nous commentions. Tout
Toujours dans notre rôle de soutien, des lettres qui étaient destinées à l'extérieur nous étaient confiées pour poster de l'autre côté à la frontière du Ghana. Nous, on ne se souciait pas trop de ce qu'une lettre contenait. C'était une mission et on allait en sorte, on sort la lettre du guidon. Donc, les vieux leur donnaient des lettres, ils mettaient dans les guidons des vélos, ils traversaient la frontière, ils allaient au Ghana et ils envoyaient la lettre. La lettre n'était pas toujours timbrée, alors qu'on mettait un timbre dessus et la lettre suivait son cours. Le guidon du vélo est facile à démonter et on passait la frontière du Ghana voisin très aisément avec le vélo. Personne ne contrôlait un bambin de 12 ans ou 14 ans qui passait la frontière, particulièrement Togo-Ghana à vélo. On se disait rien, on n'était pas suspect. Je crois qu'en cette période-là, le contrôle était plus large qu'aujourd'hui. Personne ne te disait rien, puis parfois, personne ne t'oblige à passer devant les douaniers ou les agents de police des frontières. Tu rentres pas quand tu viens Kopé, quartier voisin de la frontière du Ghana. À l'époque, tu rentres dans les filao d'autres arbres, tu traverses la frontière. Tenez, des années plus tard, bon, je laisse tomber tout ça. Je laisse tomber tout ça. Il y a des parties de bonnes feuilles que je vais vous lire. Je vais vous lire des parties assez intéressantes. Vous allez comprendre ce qui se passe. Notre indépendance le 27 avril 1960, c'était une pure formalité. Nous avions déjà gagné le 27 avril 1958 et j'ajoute toujours avant l'arrivée du pouvoir du général de Gaulle, puisque de Gaulle n'est arrivé au pouvoir qu'après la crise du 13 mai 1958 et les 13 complots du 13 mai. C'est important de le souligner. L'engagement politique en France. Edem Kodio explique des choses que vous allez comprendre. Voilà. La création du parti unique. Voilà. Dès que je suis rentré de l'Europe, j'avais été présenté au chef de l'État. J'avais été sollicité par les camarades qui étaient sur le terrain à Lomé, particulièrement le groupe des intellectuels nationalistes qui ont milité à Jeune Togo ou à la FEANF en France et qui ont déjà pour la plupart milité dans les partis nationalistes comme la Juventus, le CUT. À l'époque, il était presque rarissime de trouver des gens qui soient dans d'autres formations, dans d'autres orientations que celles des nationalistes. Ces camarades avaient formé en quelque sorte un groupe informel. Ceux qui étaient en France comme moi, ceux qui étaient ici à Lomé comme l'individueur Alex, les Djobo Boukari, les Ekou Paulin, les Noé Koutoukli, les Guy Kwasigan et étaient déjà les ténors. À tout cela, il fallait ajouter les gens comme Pierre Adosama. On vivait en bonne entente et on espérait continuer d'une manière ou d'une autre le combat pour la constitution du Togo, fort, même si Sylvanus Olympio avait été assassiné entre-temps. Et donc, ce groupe avait établi des liens, écoutez-moi très bien, et donc, ce groupe avait établi des liens avec les militaires, notamment avec le lieutenant-colonel Étienne Gnassingbé et Adema, qui apparaissait au camp comme le véritable homme fort de l'armée, qui lui aussi était ouvert envers ces gens-là. Ce n'était pas une attitude feinte, c'était une attitude qui était au départ tout à fait réelle. On vivait en bonne intelligence. C'était Guy Kwasigan qui était le grand maître des relations, qui était l'interface entre Eyadema Okan et le groupe des Mivedor, des Bob Akitani et des Djobo Boukari et des Ekou Paulin. Ce groupe m'avait fait appel et je suis revenu d'ailleurs avec une constitution que j'avais rédigée à Paris lorsque les camarades m'avaient fait comprendre qu'il y aurait probablement une étape où on se retrouverait en comité constitutionnel pour écrire ou doter le pays d'une nouvelle constitution. Je me suis dit pourquoi pas. Comme je suis loin et que je ne fais rien de spécial pour le Togo, à l'époque d'ailleurs, j'enseignais le droit, entre autres le droit constitutionnel. J'ai pris sur moi d'écrire cette constitution et dire que c'est Gilles-Christ Olympio, écoutez, c'est Gilles-Christ Olympio qui se trouvait également à l'époque entre Londres et Paris, surtout à Londres qu'à Paris, qui avait été intéressé par cette idée d'écrire une nouvelle constitution et avait demandé à son beau-frère, Éric Amerdine, d'aller de temps en temps me voir pour savoir comment j'avançais dans mes études et dans la rédaction de la constitution. Effectivement, j'habitais à l'époque à Thiers, dans la grande banlieue parisienne. Et Éric Amerdine venait une fois par mois ici pour lire ce que j'avais écrit.
et il faisait des observations. Il les faisait. Si je jugeais bon d'en tenir compte, on en tenait compte. En tout cas, notoirement, j'effectuais un travail d'intérêt national, autant pour les gens de l'extérieur que pour les Mivédor et les gens qui étaient au Togo. Parmi eux, il y avait également Noé Koutoupou. Je suis rentré tout de suite